Il y a des familles d'aviateurs comme il y a des familles de marins. Les marins n'aiment pas voir mourir leurs vieux bateaux et les aviateurs n'aiment pas plus voir disparaître leurs vieux avions. Ainsi, en l'an 2000, une famille d'aviateurs récupéra le Lockheed Electra numéro 1287, un bimoteur de transport dessiné en 1935 en Californie et aujourd'hui reconnu comme une des merveilles absolues de l'histoire de l'aviation. Père, mère, fils, frères, beaux-frères et amis, tous compétents et passionnés, ramenèrent le vieil Electra à la vie. Electra est une étoile de l'amas des Pléiades dans la constellation du Taureau, à 430 années-lumière d'ici. Dans les années 30, le constructeur Lockheed, qui était basé à côté de Hollywood, donnait à tous ses avions des noms d'étoiles. Il avait fallu autour de 3000 heures de travail avant que cet Electra, l'un des 10 survivants de l'espèce, soit finalement sorti du hangar où il avait séjourné entre des pannes électriques à répétition, l'explosion d'une pompe d'alimentation au carburant et des problèmes de pales d'hélice. Mais enfin, le vieil avion était redevenu un avion tout court, en pleine santé, fait pour voler. Bon, au début, ça fume un peu. Mais une fois la vieille huile brûlée, tout se met en place et s'installe la magie douce et grondante qui est la manière de vivre de ces vieux aventuriers du ciel. Cet Electra avait déjà vécu plusieurs vies dignes de romans. En particulier, il avait été espion volant pour le roi d'Angleterre aux mains d'un gentleman aventurier nommé Sidney Cotton qui avait inspiré à Ian Fleming le personnage de Bond, James Bond. Le vieil Electra entra ensuite par la grande porte dans le cercle des stars du ciel qui se produisent dans les grands meetings aériens. D'Oxford, Le Bourget, La Ferté-Alais, des dizaines, des centaines de milliers de spectateurs viennent y voir voler ces créatures qui démontrent que l'art a existé aussi dans la technique. L'aviation fut romantique et l'Electra, dans les années 30, fut le plus romantique des avions produits à Los Angeles. Pour un aviateur cinéphile, cet avion-là, c'est la Lauren Bacall du ciel. Mais ce qui a fait de l'Electra une légende, c'est surtout qu'il fut l'avion à bord duquel Amelia Earhart disparut pour toujours. Amelia Earhart, la plus célèbre des aviatrices de tous les temps. Un beau jour, en mars 2008, je reçois un email qui m'arrive là-dessus et cet email dit « Voilà, on travaille à Hollywood, on fait du cinéma et on va tourner la vie et la mort d'Amelia Earhart. Est-ce que vous voulez y participer avec votre beau Lockheed Electra ?» Au début, quand on reçoit un mail comme ça, on n'y croit pas. On se dit « Ah, c'est pas possible, parce que c'est du domaine du rêve éveillé. » Amelia. L'Amérique des années 30 était totalement amoureuse de cette grande fille extraordinaire. Superbe pilote, porte-drapeau des femmes, journaliste, conférencière, elle marqua son époque plus que n'importe quelle actrice hollywoodienne, parce que par définition un acteur ça fait semblant, alors qu'Amelia ne faisait jamais semblant. Elle fut la première femme à traverser l'Atlantique Nord en solo en 20 heures de vol. Elle accumula les records, démontrant qu'un pilote, homme ou femme, est d'abord quelqu'un qui fait les choses. En 1937, avec un navigateur nommé Fred Noonan et avec un Electra un peu modifié, elle se lança dans un tour du monde, un an avant celui de Howard Hughes. Elle disparut au petit matin près d'un îlot perdu au milieu du Pacifique, sans doute à court d'essence. Vivante, elle était une icône. Morte, elle devint une légende.
Pour rendre hommage à Amelia, il faudrait donc voler jusqu'en Afrique du Sud. Mais le plus étrange, c'est que, exactement comme cela s'était produit pour Amelia, l'Electra était cassée à la suite d'un atterrissage qui s'était mal terminé. Se retrouver à plat ventre avec cet avion, ça a été quelque chose de très fort. Surtout c'était une belle approche où on s'était pas mal battu. L'atterrissage se passe bien. Et après, à la fin de l'atterrissage, le train rentre, et là, l'avion par terre. Je suis sortie, je crois que j'ai fait le tour de l'avion, j'ai regardé les hélices en vrac, le moteur écrabouillé. Et là, j'étais désolée, j'étais désespérée. Comment on allait faire pour réparer l'avion, qui était quand même sérieusement abîmé? 2 moteurs à changer, mais surtout 2 hélices. Des hélices comme ça, aujourd'hui, on n'en trouve plus sur le marché. Il fallait donc les faire reconstruire. On se dit, ça y est, on a tout cassé, on a cassé le bel avion, et voilà, l'aventure est terminée. En moins de 3 mois, avec l'aide d'un excellent assureur et d'une équipe de mécaniciens magiciens, l'avion revolait. On constitua un équipage pour le convoyage, et sans avoir le temps de vraiment tout essayer, on se lança à l'aventure. On ne savait pas à quel point on allait retrouver Amelia. On pensait encore en pilote, litres de carburant, heures de vol, cap, vent, dérive, vitesse. Au lieu de ça, chacun dans son rôle, on découvrit le sens de la vérité vraie, le sens de l'aventure.